Ok. Bonjour tout le monde. Alors, non, ouais, on n'accueille plus grand monde là. Bon, même si vous êtes en train de vous installer, que vous finissez votre conversation, je voulais juste voilà, vous indiquer que, eh bien, vous êtes ici. C'est-à-dire, ça, c'est le State of JS qui a été fait l'année dernière. Et il a été mentionné que il y a 36,6%, 36,4% qui s'intéressent à HTMX. Ce qui est un petit peu derrière Svelte, qui est à 43%. Mais on sent qu'il y a un intérêt. Le fait qu'il y ait 2 talks autour d'HTMX au Devoxx cette année, c'est aussi une démonstration de ça. Donc vraiment, moi, je suis extrêmement content. Mais moi, je m'intéresse vraiment de savoir pourquoi vous êtes rentré en fait dans cette salle. Vraiment, de comment vous en êtes arrivé à vous dire tiens, HTMX, c'est intéressant. Je ne pense pas que ce n'est pas seulement moi que vous venez voir, bien évidemment. Moi, j'ai découvert HTMX avec les mêmes. Extraordinaire. Grug Brain Dev, ça m'a mind blown à un moment donné parce que je me suis dit ouais, enfin quelqu'un en fait qui dit des choses que jusqu'à présent on ne se disait pas vraiment ou alors c'était en dehors de la visibilité. Et sachez même que cette conf a été vue par le créateur d'HTMX. Au-delà de me faire plaisir, c'est vous montrer à quel point, ça c'était quelqu'un qui l'avait juste mentionné, moi je ne l'ai même pas pingé, c'est pour vous montrer à quel point le marketing sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il faudrait écrire une conf sur ce genre de choses. Parce que c'est un monde en perpétuel mouvement. Et HTMX montre que même quelqu'un qui est tout seul peut arriver à se faire une place face aux plus grands. Et aujourd'hui, moi, je vais profiter de ça pour faire un constat sur le dev moderne. Et j'ai une conf entière qui explique pourquoi je mets des guillemets autour de moderne. Et je vais utiliser HTMX, donc bien évidemment, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'HTMX. Je ne vais pas faire un deep dive, parce qu'il y a un deep dive sur HTMX, vous n'êtes pas là pour ça, a priori, ou en plus, ok, vous êtes fan. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, et puis après, on va faire un petit peu le bilan, de se dire, bon, alors, est-ce que c'est vraiment la révolution qui est promise ? Et qu'est-ce que ça dit, justement, de cette espèce de révolution permanente dans laquelle on est dans la tech ? C'est une présentation qui est opinionated, comme ils disent. Je vais vous donner mon avis. Il n'est pas parole d'évangile. Je vais être là pour gratter un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément adressées ou qu'on n'ose pas forcément. Et je remercie le Devoxx d'oser justement faire en sorte qu'on en parle. Et on va parler des limites du toujours plus de JavaScript. Et en faisant un constat très simple, qui est encore une fois mon opinion, mais je pense que ça, pour le coup, c'est assez consensuel, une application web, ça n'existe pas. Le web, c'est une plateforme de distribution de documents à la base. Ce n'est pas une plateforme de création d'applications comme on pouvait avoir les clients lourds développés avec les Windows Foundation, vous voyez, ce genre de choses, les librairies Qt, etc. Non, ça n'existe pas sur le web. Sur le web, on distribue des documents. On a le protocole HTTP pour les distribuer, on a l'HTML pour faire les documents, un peu de CSS pour que ça soit joli et du JavaScript pour avoir des animations un peu jolies. Puis après, on a tout ce qui est navigateur qui donne des capabilities. Voilà, maintenant, on utilise la caméra, comme on a vu, pour faire des scans, on peut faire de la crypto, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire rigoureusement tout et n'importe quoi. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'est dit, ouais, mais on a quand même quelques limites par rapport à tout ça, on se dit, on a un langage qui est déjà dans le navigateur, qui est connecté avec les API du navigateur. Et donc, comme quand on n'a qu'un marteau, tout finit par ressembler à un clou, on s'est dit, on va réinventer tout un tas de choses. Ah oui, on a développé une application, mais quand on fait F5, on perd tout ce qu'on a dans le contexte. Ah, on va créer des SPA, donc on va commencer à bidouiller les URL, le routage, etc., pour commencer à hacker des trucs pour pouvoir, quand on fait F5, on ne perde pas les informations, qu'on les récupère du local storage, etc., etc. Ah oui, mais quand on fait ça, on se retrouve avec une page blanche au démarrage parce qu'il faut charger le JavaScript, on se fait défoncer par le SEO. Ah oui, alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du rendu côté serveur et on va charger ça derrière. OK, comme ça, on aura le SEO et puis il y a le JavaScript qui reprend. Ah oui, mais on a du flash de contenu au niveau des pages. C'est compliqué ça. Ah oui, donc en fait, on va juste faire du rendu serveur pour certaines parties. On va utiliser du JavaScript pour faire de l'hydration. À un moment donné, on s'est dit, OK, ça, on va continuer dans le turbo là-dessus. Et on va même faire mieux. Maintenant, puisqu'on a des fronteux dont on demande à chaque fois de réinventer la roue avec du JavaScript, on va les séparer dans un coin. On va dire maintenant, on fait que du front. On va laisser les backeux travailler tranquillement sur les bases de données, les trucs sérieux, on va dire. Et on va les laisser turbiner, les fronteux. Je fais du dev front. Et au milieu, on va mettre du JSON. JavaScript Object Notation. Et
comme on a créé une spécialité, on s'est dit, voilà, on a le front, on a le back, on met du JSON au milieu. On a créé toute une industrie pour le JSON. GraphQL, OpenAPI, Zod, TypeScript même d'une certaine manière, qui est mon linter préféré d'ailleurs. Mais on a créé tout ça, et on turbine, et on turbine, et on turbine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des types récursifs TypeScript avec Zod au niveau du parsing front et back, parce que le back aussi sont concernés. On saigne très très vite du nez. Et finalement, on s'éloigne beaucoup des principes du web. On s'éloigne énormément de ce principe-là. Et on continue, et on continue. Ce qui alimente la fameuse JavaScript fatigue, où on se dit, ah bah oui, on avait un framework, maintenant il faut passer sur un autre framework. Pourquoi? Parce que l'autre, en fait, on s'en fout. On est passé d'AngularJS à Angular tout court, avec un A majuscule, donc maintenant il faut tout réécrire. Ah ok. Ah oui, mais en fait non, Angular c'est tout pourri, maintenant on fait du React. Ah d'accord. Ah oui, mais on faisait des class components, maintenant on va faire des function components. Ah d'accord. Eh ben, maintenant on va mettre des hooks. Ah d'accord, puis on va mettre beaucoup de hooks. Puis à un moment donné, puis à un moment donné, puis à un moment donné. Puis à un moment donné, on se dit, mais au final, pourquoi? Parce qu'on fait, on fait davantage de choses, certes, mais on obtient quoi après tout ça? On obtient ça. Alors oui, LinkedIn, c'est le mal, je sais que c'est le mal. Mais ça, je le vois tout le temps. Et il n'y a pas si longtemps que ça, avant que j'ai la fibre, j'avais l'ADSL. Bah, je peux vous dire que charger les mégas et les mégaoctets de ce genre de site, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, vous le voyez régulièrement et vous le voyez sur davantage de sites. Parce qu'on bourre, on bourre, on bourre. Et ça, ce n'est pas juste le bac. Maintenant, j'ai la fibre, j'ai 150 mégaoctets secondes, ça trace. Et je vois encore ce genre de choses. En 2025, je vois encore ce genre de choses. Pourquoi? Parce que maintenant, on en est au stade de livrer dans une page web bien plus que Doom à chaque fois. Et juste en JavaScript, je ne vous parle même pas des assets. Et on est sur une courbe qui est exponentielle. On livre toujours davantage, on bourre toujours davantage. Et à chaque fois, on développe des stratégies, du tree shaking, du lazy loading, etc. On développe toujours davantage de choses pour essayer de compenser les problèmes qu'on a créés la veille. Alors qu'à la base, on fait du CRUD, 90% du temps, avec nos applis. Et ça commence à gratter un tas de monde. Il y a une excellente conférence de Tristan Netto sur l'empreinte carbone du numérique que je vous recommande. Je l'ai vue 3 fois, en vrai. Et il évoque notamment le fameux principe d'Iroom, donc il y a une inversion du principe de Moore, qui est que plutôt que de compter sur l'augmentation continuelle du nombre de transistors, sachant que cette loi elle commence à asymptoter un peu, à plafonner un peu, l'idée, ça serait d'avoir à l'esprit le fait de se dire, non, on devrait améliorer l'efficience, de faire davantage plus avec moins, et d'arrêter de... Voilà. J'aime beaucoup ce principe, je le cite à chaque fois, parce que ça, en plus, ça va commencer à rentrer dans des problématiques de RSE. Voilà, on parle beaucoup de Green IT et de FinOps, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça. Ah oui, les cultures commencent à changer, on commence à se poser des questions. Mais rassurez-vous, un autre monde est possible. On n'est pas là pour faire du catastrophisme. Non, un monde où les standards ne changent pas tous les ans. Ils sont même là depuis des dizaines, ils sont même là plus vieux que peut-être un pourcentage d'entre vous. Des standards qui sont à la base rétrocompatibles, des standards qui accompagnent même l'onboarding. Qui c'est qui a déjà fait view source pour une page pour aller voir le contenu? Faites ça avec du logiciel propriétaire ou compilé. Compliqué? Non, le web est fait pour ça, c'est toujours cool d'aller voir comment ils ont fait des choses. Bon, moi je vois surtout de la soupe de div, mais avant on faisait comme ça pour apprendre. Et surtout, il n'y a pas de vendor lock-in, il n'y a pas de, malgré les collusions qu'il peut y avoir sur les navigateurs, personne ne possède ce genre de technologie. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est l'un des principes de base d'HTMX. Le principe de base d'HTMX, c'est de se dire, non, mais tout ce qui est de bourrer du JavaScript et d'essayer de bricoler, etc., non, on est sur une philosophie no build. On fait F5, on recharge, ça marche. Voilà, on essaye d'éviter de faire n'importe quoi. On suit le principe Unix qui est on fait une seule chose et on le fait bien. Ça, et HTMX ne veut pas sortir de ce genre de créneau. Parce que le pitch, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire votre fameuse application web. HTTP, HTML, CSS, JS. Et éventuellement HTMX. Et on va voir justement comment ça se fait. Et donc, vous êtes dans cette salle. On voit que l'intérêt autour d'HTMX grandit, même si ça reste bien évidemment, on n'est pas sur les 70% d'utilisation, si vous avez rapidement vu sur la première slide, d'utilisation de React, mais ça serait React ou autre chose, c'est pareil, c'est pas ça la question. Il y a un intérêt. Et les deux piliers derrière cet intérêt-là, c'est 8OS et Ajax.
Donc 8OS, avec mon super accent, Hypermedia as the engine of application state, je le dis à chaque fois pour être sûr. Et Asynchronous JavaScript and XML. On ne parlera pas d'XML, HTML étant un dérivé dans les markup language, mais Ajax, ça sonne mieux quand même. On va faire ça comme ça. L'idée derrière, c'est que 8OS vous dit que c'est le protocole, c'est HTTP qui va porter tout ce qui est la communication, c'est-à-dire l'orchestration de l'application avec les entêtes, les réponses, etc. Et donc la discoverability, la découvrabilité qu'il peut y avoir dans votre application. Et vous avez un jeu d'entêtes et de réponses pour communiquer entre la partie back et la partie front. Et puis après, vous avez l'HTML qui est accessible, compressible, enfin, toutes les vertus de l'HTML. Vous pouvez le tremper dans la boue, l'HTML, vous le sortez, ça fonctionne pareil. Vous avez des balises qui ne sont pas fermées, ça fonctionne nickel. Vous avez des attributs qu'il ne connaît pas, bah, il s'en tape. Voilà. Allez faire ça avec du JSON. Voilà, vous avez ça. Et puis après, Ajax, on fait des requêtes asynchrones pour récupérer du HTML et pas du JSON. Donc comment ça marche ? Comment ça marche ? Là, je vous prends un exemple tout bête. J'ai un élément de bouton. Et vous voyez ces attributs hx-quelque chose, c'est ça HTMX. Vous rajoutez, vous, des attributs. Et ces attributs, avec la librairie chargée, bien évidemment, la librairie est écrite en JavaScript, mais c'est le dernier JavaScript que vous chargerez. Sauf si vous voulez faire de l'animation, mais ça, c'est un autre sujet. Vous mettez vos attributs. Et là, par exemple, quand on clique sur le bouton, il va faire une requête post vers l'endpoint/clicked. Et le HTML qu'il va récupérer, il va remplacer le bouton avec outer HTML. Outer HTML, pas inner. Voilà. Donne un autre exemple tout bête. On a une table avec un tbody, etc., qui est un ID result. Et en dessous, on a un formulaire. Et quand on soumet le formulaire, on va faire un post vers post form. Et ce qu'on va récupérer comme HTML, on va le mettre avant la fin, before end, de l'ID result. Donc, on ajoute ce qu'on valide dans la table. C'est con comme la lune. L'idée, c'est ça, c'est que ça soit con comme la lune. Ça, j'adore comme exemple. Donc, une ligne, TR, table row, une ligne, quand elle apparaît dans le viewport, revealed, le trigger, on va aller faire une requête vers /contact page 2, et on va l'ajouter avant la fin, after end. Un infinite scroll, mesdames et messieurs. Ça apparaît, on charge la page d'après, ça apparaît, on charge la page d'après, etc., etc. Ça aussi, quantité de JavaScript qu'on a écrit pour faire ça. Vous voulez un poil plus complexe ? Je vous montrerai après plus dans le détail dans le code. C'est pour vous acclimater un peu à la chose. Donc là, on a pareil, on a une table de contact, etc., avec un ID, et on a un formulaire en dessous. Et là, ce qui se passe, je vous dis, je vous le montrerai après dans le code, plus dans le détail. Quand on valide le formulaire, on fait une requête post vers contact. Jusqu'ici, tout va bien. Et dans la réponse à cette requête, on va mettre un en-tête qui vient du back et qui va dire OK, on a créé un new user, un new contact. Et là, vous voyez, j'ai un hx trigger, new contact, from body parce que ça bubble, c'est pas très important, mais le hx trigger est sur new contact. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a la réponse à la requête de création du contact, HTMX il va dire OK, cet élément-là, il détecte le fait qu'il y a eu un new contact parce que j'ai mon en-tête de réponse, et je vais donc renvoyer une autre requête, à savoir moi hxget vers contact table pour recharger ma table. Je crée mon contact, l'autre il détecte qu'il y a une création de contact avec la réponse et il va se recharger. C'est la version un peu plus élaborée de la création de contact, quoi. Vous voyez, il n'y a pas d'observable, il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de hook, il n'y a pas de memoise. On fait ça uniquement avec des attributs. Plus ou moins complexes, plus ou moins combinés. OK ? Ça va, vous suivez ? Bon, alors moi je vous ai préparé un petit POC. Alors j'avais le choix des armes en termes de langage, sachant que cette conf en fait n'est pas sur HTMX, c'est une conversion à NeoVim et Rust, il faut le savoir. Donc j'ai fait un POC en HTMX et Rust, mais j'en ai un autre sur mon GitHub si ça vous intéresse, avec du Preact et du Bun pour la partie TypeScript. Il fallait que je convainque des collègues, donc Rust était un petit peu exclu. Mais j'ai de très bons retours avec HTMX et Go Temple notamment. Donc ça va être tout bête, un front en HTML, j'ai mis juste un peu de CSS, j'ai mis du Bootstrap, voilà, je ne suis pas non plus spécialement peintre. J'ai mis un petit web component juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci d'utiliser des web components, et puis bien évidemment un back-end en Rust. Alors, je vais vous montrer ça, je pose ça là, il est où mon truc? Il est là, je vous l'envoie là. Ça va, vous voyez bien là? Ok, donc je vais passer en clone si ça ne vous dérange pas. Je l'avais fait tout à l'heure, c'était quand même plus pratique. Donc l'idée, en fait, c'est que je vais vous montrer un petit peu le code, on va le parcourir, on ne va pas non plus se prendre le chou. Oui, ok, voilà, très bien. Ah, je vois vachement mieux en écran, c'est cool ça. Alors, donc ça, c'est l'index HTML. HTMX, il est là. Ok. Moi, je vendor toujours mes dépendances.
Donc j'ai récupéré le truc minifié, je l'ai mis. C'est important de, je pense, vendorer les dépendances. Il faut que ce soit le plus pénible possible d'ajouter une dépendance. Il faut vraiment qu'à la limite, on mette des coups de fouet. Ça, c'est cool. Vous mettez le link, vous avez HTMX. Puis Bootstrap en dessous, mais ça, on s'en fiche. Alors, je vais vous montrer l'application. Ça sera quand même vachement mieux. Non, ça, c'est mes notes. On s'en fout. Hop. Et ça, c'est Boost. Pardon. Les aléas des tests. On va revenir là-dessus. OK. Hop, je vais ouvrir ça. Je vais faire un truc tout bête de vérifier parce que je suis spécialiste de ça. OK, on va montrer le réseau. Youp, network. OK, là on est sur le réseau. Je recharge ma page juste pour être sûr. OK, on est sur la page Home. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Il y a des requêtes qui vont s'exécuter en dessous. Le health check, je vous montrerai après. Vous voyez qu'il y a un petit compteur en haut qui se fait. Et ensuite, j'ai des trucs de navigation avec un formulaire, un breadcrumb et Boost. Mais ça, ce sera après, même si j'ai déjà un peu spoilé la surprise. C'est pas grave. Ma page, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça, en termes de code. Donc, j'ai du index HTML, j'ai tout mon bazar, etc. Et je vais avoir... Pardon. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai mon premier lien avec mon home. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on charge la page, onload, ou quand on clique sur home, en l'occurrence, parce que c'est une encre, hein, il y a des éléments qui sont sémantiques en HTML, et voilà, on fait un get/home, et ensuite on va charger le résultat dans le routeur wrapper. Ok, le routeur wrapper, avec 2P Stéphane, le routeur wrapper, il est là, ça ressemble à tout ce que vous avez vu dans n'importe quel framework qui fait ce genre de choses. Vous avez un div avec un routeur wrapper, jusqu'ici, tout va bien. Ok, et si je vais regarder mon home, voilà, j'ai un truc tout bête. Donc, côté code, hop, je vais arriver au niveau de ça. Donc, si je vais regarder mon home, j'ai une requête, c'est de l'Axom. Je ne rentre pas dans les spécificités de Rust. Ça ressemble à de l'Express, ça ressemble à du Flask. Enfin, il n'y a pas de souci, vous avez des routes, ça utilise des handlers. Il n'y a rien de magique là-dedans. Et là, truc classique, on va charger ça. Donc, au chargement, get/home, je récupère le fragment d'HTML. Ça part là dans le routeur wrapper. Vous voyez, c'est... Encore une fois, vous allez voir, vous allez souvent m'entendre dire que c'est assez bête, finalement. C'est fait pour être bête. Pareil, là, on va passer à l'autre démo, à savoir le formulaire. Okay. Le formulaire, ça donne quoi? Grosso modo, j'ai un formulaire qui est composé de 3 inputs, nom, prénom et puis email. Donc, vous voyez, je suis très original. Et en dessous, j'ai ma table avec déjà des données qui sont chargées dedans. Okay. C'est un truc qui est en mémoire côté back-end, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de raison de rentrer dedans. Et mes éléments, par contre, ce sont des web components. Je vous montrerai ça après. Et quand je soumets, ça ajoute mon élément en bas avec l'adresse. Et j'ai un petit snack bar là qui apparaît, qui me dit l'utilisateur Toto Titi a bien été ajouté. Alors, comment ça se matérialise? J'ai mon formulaire qui est là. Quand je clique sur forme, ça charge le formulaire. OK, on va aller voir le formulaire. Le formulaire, donc il a le web component qui est chargé là. On ira le jeter un œil après, mais après, il est tout basique. Hein. Il y a l'autre conf sur les web components et HTMX. Ils vous ont expliqué ça bien mieux que moi, j'imagine. Et ensuite, on a le formulaire. Le formulaire, il dit quoi? Il dit que quand on le valide, donc ce que j'ai fait, on va faire un /postform, enfin un post sur postform. On va récupérer quelque chose, du HTML, qu'on va balancer dans l'ID result. Okay, donc là, j'ai mes 3 myInput qui sont utilisés. Donc si jamais ça vous intéresse, on va jeter un coup d'œil. Donc là, on a un custom element avec des attributs, etc. Bon, voilà. J'en profite pour faire mon div, mon label input, un truc un tant soit peu bien fait. Vous pourriez même mettre du HX dedans, il n'y a pas de souci. Mettre ça en shadow DOM. Voilà, je ne rentre pas dans les spécificités front, mais ça fonctionne. Hein, trust me, bro, il n'y a pas de problème. Et donc, ça fait ce que ça a à faire. Ça prend les attributs. Rien de bien méchant sur ça. Mais par contre, ça permet de montrer qu'on peut les mettre et avoir des formulaires avec. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai mon snack bar là. Et ça, on va regarder après. Je le garde là. Okay. Gardez en tête que mon snack bar, il n'y a pas de code. Il y a juste du HX. Ça va être important pour la suite. Je retourne dans mon super code Rust. Et là, je vais faire mon postform, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Donc, on a une route /postform. Quand on fait un post dessus, on appelle le handler. Jusqu'ici, tout va bien. On a un formulaire dedans. On récupère. Et là, on va créer notre utilisateur. On va faire un truc bien dégueu que je fais, à savoir, je charge ça en mémoire et je rends du HTML. Ouais, je rends du HTML côté back. Voilà, je fais mon HTML. Donc là, j'utilise mode côté Rust, c'est parce que je veux avoir un truc extrêmement simple. Vous voyez, vous reconnaissez TRTD, il n'y a pas de souci, c'est une proc macro qui va permettre de générer du HTML et de le renvoyer comme une string, il n'y a pas de lézard. Et il y a ça.
Ça va dire qu'on va setter un header en retour. On va dire hxTrigger after swap et on va renvoyer new user. Donc c'est un header qu'on va rajouter en plus. Comment que ça se passe donc dans mon navigateur? Donc quand j'ai fait mon... Je vais arriver à le retrouver. Postform, voilà, il est là. Donc quand j'ai fait... Vous voyez là, c'est peut-être un peu petit. Hein. Je vais zoomer un peu. Voilà. Quand même. Voilà, donc quand on fait le post form, on envoie comme payload Toto, Titi et puis l'email, ça, il n'y a pas de souci. Le backend, il fait l'ajout en mémoire, et ensuite il répond avec le TR que vous avez vu. Voilà, fragment de HTML, ça, il n'y a pas de souci. Et au niveau des headers, donc comme je vous l'ai dit, on envoie le header hxTrigger after swap avec new user. Ça va? Sauf que, hop, voilà, sauf que, vous vous rappelez de mon snack bar, donc je vais le mettre en surbrillance, comme ça on le verra bien. hxTrigger, new user from body, donc il y a un truc qui a bubble up au-dessus. On voit le hxTrigger avec new user, donc là HTMX il dit OK, je vais trigger ça. Et là qu'est-ce qu'il dit? Il dit OK, j'ai reçu l'event new user, on va dire ça comme ça, puisque voilà, c'est comme ça que ça marche en interne. Et je vais donc faire un get vers get new user snack bar, et j'y inclus, hxinclude, ce que j'ai récupéré des inputs, avoir le first name et le last name, c'est ce que j'ai saisi. Après, j'aurais pu le mettre dans l'entête, mais ça aurait été, je préfère comme ça, pour vous le démontrer. Après, on peut le faire différemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe côté code Rust? Alors, snackbar, alors j'y suis presque, voilà, get new user snackbar, ZT, on va faire ça comme ça. Donc là, on récupère dans les query param le first name et le last name, et ensuite, on va formater une string qu'on va renvoyer derrière à l'intérieur d'un div qui a les bonnes classes. Ça, c'est le snackbar en vert que vous avez vu. Et j'ai un petit code qui, quand on met un... Alors, je vais réduire un petit peu celui-là. Donc ça, on va le fermer. Et j'ai un petit code qui dit que si jamais le first name, il est error, et qu'on le soumet, on n'a pas la même snack bar qui apparaît. On n'a pas la même snack bar qui apparaît. Pourquoi? Parce que j'ai un autre truc en dessous qui dit... Alors, je vais peut-être le remonter. Hop, on va faire comme ça. ZT. Hop. Ouais, j'étais un peu trop remonté quand même. Et là, qu'est-ce qu'il dit? hxTrigger... HTMX response error. Donc vous pouvez aussi avec HTMX dans les triggers lui dire si jamais il y a eu une erreur. Donc là vous interceptez pas un header, c'est là en l'occurrence il y a eu une 404 ou je sais plus ce que j'ai renvoyé, peut-être une 500, un truc comme ça. Et donc là vous pouvez avoir une captation d'erreur avec HTMX pour dire ok là j'ai eu un souci et donc je vais faire un get error snack bar. Et donc si je fais mon get error snack bar, hop, j'ai des non. CTRL O, j'étais une lettre trop loin. Ah oui, non, bah oui, c'est lui qui le fait. Oui, je suis bête. Allez. Hop, étoile, voilà, il est là. Gna, 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 une alerte, enfin une erreur est survenue, etc., etc. Voilà, donc ça, finalement, côté back, j'ai codé ce que j'avais à coder. J'ai la chance de faire du Rust, donc je peux dire que je peux avoir, voilà, donc là j'ai une erreur. Donc j'ai toute la partie typage interne de mon côté back-end, etc. Et je génère le code front comme je veux. Okay, on va faire encore un ou deux autres exemples, puis après on rebranchera sur autre chose. Non, c'était ça que je voulais faire. OK. Donc vous voyez, très simple. hxTrigger, hxGet, post, vous passez, vous récupérez. Il y a des trucs qui sont en interne. Pas une seule ligne de JavaScript. J'ai fait ça avec des attributs HTML. Gardez ça en tête. Pas une seule ligne à part mon custom web component, mais JavaScript c'est bien pour faire du web component ou des animations un petit peu jolies. Breadcrumb, un truc classique, un fil d'Ariane, pareil. Là j'ai un petit lorem ipsum avec trois steps, pardon. Et donc quand je passe d'un step à un autre, en fait ce qui se passe, c'est que vous voyez les boutons ils changent de manière dynamique. Là-haut, là aussi ça change de manière dynamique. Je clique sur le step 3, ça change de manière dynamique. Hein, j'ai pas rechargé ma page, etc. Et bien pareil, en fait, si je regarde côté on va regarder le template quand même. Template breadcrumb. Voilà, j'ai juste un truc tout bête qui va dire je charge le premier step au chargement de la page. Et donc là, si je fais, je vais revenir sur, ouais, je sais plus où j'étais. Get step 1. Voilà. Voilà. Et donc là, je charge en fait mes templates, mes lorem ipsum au démarrage. Et puis après, je gère dynamiquement. En disant je suis sur le step X, donc je vais avoir un preview, c'est un next, mais par contre si je suis sur le premier, j'aurai que des next, si je suis sur le dernier, j'aurai que des previews. Voilà, ça c'est côté back, il n'y a pas de souci, en utilisant cette magnifique fonctionnalité de Rust qui est match. J'avance un peu vite, histoire d'eux, parce qu'on a encore des choses à dire. N'hésitez pas, de toute façon, après tout ça c'est sur GitHub, vous aurez tous les liens à la fin, vous pourrez jouer avec, il n'y a pas de souci. Et je voudrais finir par Boost.
Voilà, Boost avec mon super Bob l'éponge. Ah, pardon, je finis parce que avant de faire Boost, je vais juste vous parler du serveur Uptime là, qui est là depuis tout à l'heure, que c'est vu à chaque fois. Alors, voilà, vous avez health check. En fait, c'est un truc tout bête. Hein. C'était histoire de vous montrer qu'au niveau des... pardon, template, index. C'est histoire de vous montrer qu'avec les triggers, on a en fait une assez grande diversité. Là, voilà, toutes les 5 secondes, je fais une requête get vers health check. Et donc, ce que vous voyez côté backend, oui, c'est ça, health check, ZT. Voilà, ça renvoie à un P avec le fameux serveur uptime et puis la durée depuis quand ça existe. Donc, vous avez de la programmation événementielle au travers des headers, des triggers, des machins, des get, etc. Après, c'est à vous de voir comment votre workflow de données, votre data flow, comme ils disent dans le jargon, il se fait derrière. Il n'y a pas de lézard par rapport à ça. Et donc, Boost, hein, on va revenir à Bob l'éponge quand même, parce qu'on est un peu là pour ça. Voilà. Bob l'éponge, il est là. 12. Il y a un truc dont on ne parle plus vraiment de nos jours, je trouve, et c'est un petit peu dommage, c'est l'amélioration progressive, le progressive enhancement. Et HX Boost, en fait, est une réponse par rapport à ça. Si vous avez eu l'œil assez rapide quand j'étais passé sur l'index, hop, voilà. Ça, je vois ça un petit peu trop souvent, à savoir de fait de mettre des dièses et de se dire, bah, derrière, en fait, on va avoir du JavaScript ou du routage, etc., qui va faire le taf de. Et Boost, en fait, est un peu une réponse à ça. C'est-à-dire... non, Boost, Stéphane. Boost, voilà. Boost est un peu une réponse à ça. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Je vais faire F12, je vais aller là-dessus, et je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, à mon avis. Hop. Tchac, 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 tchac. Où qu'il est. Il y en a qui tremblent déjà d'excitation de savoir ce que je vais cliquer. Disable JavaScript. Voilà. Je vais donc désactiver le JavaScript. Je relance ma page, donc c'est normal, hein, je veux dire c'est un get de base sur le truc. Donc là, si je clique sur form et breadcrumb, il n'y a plus rien qui marche. JavaScript, HTMX c'est pas chargé, enfin du moins il est chargé, mais on s'en fout. Et je clique sur Boost et ça marche. C'est fou, hein. Et ben, qu'est-ce que ça fait en fait Boost? Boost, ça dit, et vous remarquerez que mon href, il a le get Boost. Boost, en fait, il dit, OK, si HTMX est chargé, il détecte Boost. Et il se dit, OK, je vais regarder ce qu'il y a dans le href. Et c'est ça que je vais utiliser pour faire mes requêtes, mes machins. Par contre, si le JavaScript est désactivé et que HTMX n'est pas chargé, bah c'est un href tout con en fait. Et qui recharge qui à côté back. Moi, je me suis juste débrouillé pour que côté CSS, ça soit un tant soit peu joli. Et c'est ça l'idée derrière. Parce que ça arrivera que des fois ça ne marche pas, que le terminal il bug, ce genre de choses. Vous voyez ? On est résilient. La résilience, on est avec un protocole HTTP qui est résilient. On utilise des modèles de documents comme HTML qui sont résilients. Et on utilise des technologies, ou du moins des paradigmes, des manières de coder, comme ce qui est fait dans HTMX, où on essaye d'être le plus possible résilient. C'est ça l'idée derrière. C'est que ce que vous construisez aujourd'hui, vous devriez être capable de vous projeter sur le fait que bah, ça devrait pouvoir être utilisé dans 5, 10, 15, 20, 50 ans. On ne sait même pas ce qu'on va faire dans 50 jours. Mais c'est l'idée derrière. Donc voilà un peu l'idée. Je vais repasser sur mes slides. Joindre. Est-ce que ça va... ouais, je vais te remettre là. Haha, t'as essayé de m'avoir. Hein. Ok. Conserver. Et... Pardon, j'ai perdu le focus. Voilà. Hop. CTRL-SHIFT-TAB. Dora. Toujours Dora. Ah oui, forcément, mes notes sont là maintenant. Ok, bon. Ça vous a plu déjà? Non? C'était pas mal? Ouais. Ok. Donc là, vous réfléchissez 2 secondes après tout ce que je viens de vous dire, et vous dites, attends Stéphane, tu es en train de te foutre de nous là? C'est PHP que tu viens de nous montrer. On a du HTML, on trifouille des trucs, on envoie des fragments de... Alors déjà, ouais, on va peut-être se calmer sur PHP. Moi, j'ai beaucoup d'OB sur PHP, mais ça a bien évolué en termes de langage. Et bah, en fait, ils vivent très bien, les gens qui font du Laravel, Symfony, etc. Parce que ça fait 15 ans que leur truc il existe. Il a été fine-tune jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Ruby on Rails, pareil. Non, il n'y a pas de... J'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, quand je le dis, bah, j'entends des gens qui rigolent. Et je me dis, bah ouais, en fait, on a fait un grand détour pour revenir à quelque chose où on se dit, mais ouais, en fait, en vrai...
Oui, il y avait des trucs qui n'allaient pas dans PHP. Oui, effectivement, des fois, Ruby on Rails, c'était lent sur certains trucs, etc. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'on a perdu au passage quand on est parti dans notre turbo délire de changer de framework tous les 6 mois, de se fatiguer, etc. Hein, qu'est-ce qu'on a perdu? Moi, j'ai 43 ans maintenant. Ça commence à être fatigant de suivre un petit peu ce qui se passe. J'ai oublié bien plus de JavaScript framework que la plupart. Par rapport. En plus, moi, j'en ai testé plein. Faire sa veille technologique, c'est important, mais il ne faut pas que ça... faut arrêter le résumé driven development, quoi. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Et quand j'entends parler de technologies ennuyeuses, poussiéreuses, etc., moi, je tique toujours par rapport à ça. Parce que c'est des technologies qui, quand même, fonctionnent. Il y a des sites en PHP, hein, WordPress, ça fait encore 83-85% du web. Hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne, en vrai. Et oui. Parce que derrière, en fait, l'idée d'HTMX, ce qui m'a plu, c'est que cette histoire de séparation entre le front et le back, qui est magnifiquement illustrée par la loi de Conway, où on se dit, bah oui, on a créé des équipes, donc elles vont chacune produire leur machin, et puis tout le monde est bien content, comme ça on peut reporter la faute sur l'autre quand ça ne fonctionne pas. Bah ouais, mais non, en fait, on en arrive à un stade où on se dit, on parle beaucoup de recherche de sens aussi dans le travail en ce moment. Bah moi, depuis que je me suis remis à faire du front et du back en même temps, bah franchement, je kiffe quoi. Je suis en no build, je fais F5, ça recharge, j'ai juste à modifier 2-3 attributs HTML, ça charge mes fragments et tout. En vrai, je me concentre sur ce que je veux livrer, je me concentre plus sur comment je veux le livrer. Parce qu'on est des devs, on est là pour apporter des solutions. On n'est pas là juste pour se faire plaisir avec de la technique. On peut se faire plaisir avec de la technique, ça s'appelle des POC, des projets perso. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, à un moment donné, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent on aimerait faire du business, on aimerait vendre, on aimerait avoir les moyens de pouvoir soigner les gens correctement, donner des repas, hashtag les restos du cœur. Il faut que ça produise une solution derrière. Développeurs de solutions, développeuses de solutions. C'est ça, des solutionneurs, des solutionneuses. C'est ça qu'on devrait s'appeler. Et pas là juste pour clore des tickets Jira, quoi. Et quand j'évoque ce genre de sujet et que je reparle de cette notion de full stack qui a été bien abandonnée, on me répond assez facilement « Ah mais Stéphane, non, mais là, si tu fais le front et le back, franchement, c'est chaud, quoi. Il y a trop de choses à savoir. » Bah ouais, mais non, mais ça on se l'est infligé, en fait. Parce qu'à partir du moment où on a dit « Toi, tu fais que du front », bah oui, en étant un champ d'expertise sur le front. À partir du moment où on dit « Toi, tu fais que du back », bah, en étant un champ d'expertise sur le back. Sur l'infra, c'est pareil, hein. Je vous reparlerai après de ce qu'on fait chez nous, mais des entreprises qui sont parties dans tous les sens sur les parties infra, et puis après qui ne savent plus quoi faire de leur infra, on en croise régulièrement. Et oui, non, parce que si vous vous rappelez un petit peu, si vous avez vu la conf sur Super Mario, là, sur la NES ce matin, hein, avant on était obligé de respecter des contraintes énormes, et c'est encore le cas aujourd'hui quand on fait de l'embarqué. Alors que maintenant on se dit non, on va faire des patchs de 100 gigas pour le dernier jeu, parce qu'on s'en fout maintenant de la compression. Ouais, mais non. De la contrainte naît la créativité. Si vous êtes contraint de faire du front plus du back, bah là vous dites non, je vais droit à l'essentiel. Je ne réinvente pas la roue avec du JavaScript. Je prends HTMX pour mon appli CRUD qui va concerner 10 personnes et ça va le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir des sagas, des effects. Je ne m'acharne pas dessus, hein, j'en ai fait, ça marche. Mais par contre, il faut le maintenir. Pensez MVP, pensez itération. Donc ce que je veux dire, moi, c'est que votre application web, qui n'existe pas vraiment, bah, c'est votre front et votre back. On appellerait ça du back for front, mais les back for front font de l'assemblage de JSON et des fois on rajoute du GraphQL derrière. Non, moi je veux parler d'un vrai back qui réfléchit, qui va récupérer ses éléments, qui va les agréger, qui va être voilà et qui va faire son taf de renvoyer les morceaux de HTML dont le front a besoin. C'est tout. D'abord du HTML, sémantique s'il vous plaît. Hein, l'accessibilité maintenant ça va être un problème de légal et non plus simplement votre préférence personnelle. Donc HTML, CSS pour décorer, CSS in JS, je continue d'avoir un avis dessus, mais bon, CSS pour décorer, et le JS uniquement quand c'est nécessaire. Bien évidemment, le JS a totalement sa place. Hein, c'est un langage qui est extrêmement proche du DOM, c'est extrêmement simple. JavaScript, script, ça veut bien dire ce que ça veut dire à la base. Et on le voit, hein, on a créé toute une industrie sur essayer de le faire semblant que le JavaScript ressemble à Java ou à .NET ou à d'autres trucs comme ça. Ben, on obtient un ornithorynque, quoi. Quand même. Quand même. Et ouais, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, en fait.
Parce que tout le reste, c'est votre boulot. Toutes les problématiques d'architecture, de savoir comment vous allez prendre le besoin, les exigences non fonctionnelles, les contraintes techniques, métiers, les deadlines, ça, c'est votre boulot. Ça, c'est notre boulot. De réfléchir comment on va faire, d'arriver à tailler dans le gras du backlog et de se dire, non, mais ça, c'est le MVP, c'est ça qu'on va implémenter. Tout le reste, c'est, on s'en fout, c'est pas ça la question, ça sera pour les prochains sprints. Et non, non. Parce qu'en plus, avec l'IA, maintenant, on peut débiter du code à l'envi, a priori, de ce que j'ai compris. Ouais, donc il faut qu'on réfléchisse à comment on fait. On est des solutionneurs, on apporte des solutions. Si cette solution passe par 0 ligne de code, so be it. Si ça passe par un attribut HTMX, so be it. Ainsi soit-il. Et pour moi, HTMX, en fait, c'est ce qu'aurait dû devenir le HTML avant qu'on rentre dans cette histoire de tout JavaScript. Vous avez vu, on rajoute juste des attributs et ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc pourquoi HTMX en 2025 ? On a des web components qui sont matures, donc même toute la partie un petit peu compliquée interne avec du JavaScript qu'avant on utilisait X ou Y pour faire, on peut le faire avec ça. Le CSS aussi a beaucoup évolué, moi je vois beaucoup de CSS in JS, mais même le CSS en soi a beaucoup évolué. J'ai vu le quickie sur les Vue Transition API, c'est génial ce genre de choses. Et il y a plein de trucs qu'on peut faire maintenant. Et même JavaScript a évolué, on peut s'en servir quand c'est nécessaire. Et je voudrais juste vous laisser avec « il ne faut toucher à l'architecture que d'une main tremblante ». Il faut que ça soit douloureux, vraiment. Il faut se poser les bonnes questions et après, ne pas y toucher. Et si vous voulez aller plus loin, il n'a pas eu que cette idée-là. Carson Gross, le créateur d'HTMX, il a carrément décidé de s'attaquer à JavaScript avec Hyperscript, où là, grosso modo, il définit une espèce de petit langage de scripting. L'idée, c'est de revenir à ça. Ou même la partie, là, un exemple avec onClick toggle .read on me, ce qu'on faisait avant en JavaScript, on rajoutait les classes, etc. Là, en l'occurrence, on peut l'attaquer là-dessus. Donc vraiment, on enlève encore davantage de JavaScript, on ne s'en sert que quand on a besoin. OK ? Donc, bien évidemment, là, tout ce que je viens de vous dire, je vous avais prévenu, c'était opinionated, j'espère que j'ai été le plus bienveillant possible. J'attaque pas les technos en elles-mêmes, j'attaque la manière dont on s'en sert. Et effectivement, je trouve qu'il y a des fois, on est parti un peu trop loin dans le délire. Et surtout, le plus important, c'est que, encore une fois, on est là pour gérer le métier. On n'est pas juste là pour dire, ah oui, il y a Vue 3 qui est sorti, donc tout ce qu'on avait en Vue 2, il va nous falloir 3 sprints pour le dégager. Puis spoiler alert, c'est pas 3 sprints. Une autre conf d'ailleurs qui est très bonne à ce sujet-là. Et surtout, voilà, on a des langages, on a des briques, je vais appeler ça comme ça, qui sont performantes, qui existent depuis très longtemps, qui sont très bien documentées, et c'est important de s'en servir. Vous n'êtes pas un dev React, vous n'êtes pas un dev Java, vous n'êtes pas un dev Angular. Vous êtes des devs, et c'est tout. Okay ? Utilisez le bon outil à bon escient. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Stéphane Trevel, donc j'ai passé une douzaine d'années dans les ERP, jusqu'à en avoir ras-le-bol et faire un burn-out. Et je me suis dit, je vais revenir à mes premiers amours qui sont le développement web. Et j'ai fait railler aussi. Et puis après, à un moment donné, j'ai vu la lumière et depuis, je fais du Rust. Et ça se passe vachement mieux depuis que je fais du Rust. Et je fais du développement web en Rust. Okay ? On fait plein de choses avec du Rust. Donc moi, ma petite actualité, c'est que j'ai lancé cette année ma chaîne YouTube et Twitch, le Permacodeur. Donc si jamais ça vous intéresse de venir discuter de la tech ou de faire de la tech, coucou, n'hésitez pas. Et j'appartiens à la société Whiskel. Donc on est une petite ESN française et nous, on travaille dans les domaines du cloud, du DevOps, des SRE et du platform engineering. Et je vous parle de ça pourquoi ? Parce qu'en fait, on lance notre conf en octobre. Ça, vous le reverrez. Je passe un peu rapidement. Donc, la plateforme Conf Live qui existait à, Paris, à Londres et à New York, on l'a fait à Paris, en octobre, à Paris. Donc pas loin d'ici, puisque on est à Paris. Avec des grands noms du platform engineering. Je vous donne tous les liens à la fin. Il n'y a pas de souci. Perdez pas de temps là-dessus, j'ai un bento qui vous liste tout ça. Et le CFP est ouvert, si jamais ça vous intéresse de présenter, il n'y a pas de souci, on accueille bien évidemment toutes les propositions. Et je suis obligé d'en parler, mon dear Market, il m'a dit, on a des cartes à collectionner, type Pokémon, si ça vous intéresse. On est au stand F06 à côté du café. Ça lui fera très plaisir de passer. Et comme ça, il arrêtera de me harceler. Voilà. N'hésitez pas, le bento est à gauche avec tous les liens, les repos, les POC, les machins, etc., la présentation, les slides, et à droite, les feedbacks. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous en laissiez. Je remercie le Devox, je vous remercie d'être venus nombreux et nombreuses. Il était important qu'on cause. Merci à vous.